Un hyperplan de Mn2K, on voudrait montrer que H rencontre les matrices inversibles, c'est-à-dire que H inter-GLN est non vide. Il y a une matrice inversible dans H. Cet exo, il est intéressant d'un point de vue intuitif, comment tu trouves la solution, mais aussi d'un point de vue un peu pratique et théorique, dans le sens où le résultat est en lui-même assez intéressant et nous permet de mieux comprendre un peu cette relation de taille de sous-espace ou de sous-groupe de Mn2K, ce qui est plutôt assez sympathique. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est que cet exo, il a été donné à l'ENS Rennes il y a de ça quelques années et il a déjà été corrigé sur pas mal d'autres chaînes YouTube, mais je trouvais que les corrections étaient tout le temps un peu sorties du chapeau, on montrait pas vraiment l'intuition qu'on pouvait trouver qu'on pouvait avoir, comment trouver l'intuition pour trouver l'exo. Donc je vais essayer de faire une correction qui est pas forcément meilleure, mais qui est en tout cas plus dans l'esprit de cette chaîne, c'est-à-dire où on montre l'intuition pour trouver le résultat sans le sortir de chapeau, sans sortir la matrice de permutation qui permet de résoudre l'exercice d'un seul coup. Du coup, on est parti sur l'exercice. La première chose, c'est qu'intuitivement, ça va bien fonctionner. Pourquoi ? Parce que H, en fait, ça c'est dimension n-1, n carré moins 1, puisque c'est un hyperplan. Et de l'autre côté, GLN, c'est aussi assez gros dans Mn2K, c'est dense. Il ne s'agit pas de parler de dimension ici pour GLN, parce que GLN n'est même pas un sous-espace vectoriel. Mais en fait, GLN est dense, et de l'autre côté, on a un hyperplan. Donc on se rend compte que les deux, si tu prends Mn2K, tu vas voir que si tu veux représenter GLN, en fait, ça serait un nuage de points denses, puisque entre n'importe quelle matrice, tu peux retrouver une matrice. Donc en fait, tu peux retrouver une matrice inversible. Donc en fait, si tu zoomes, tous ces points, c'est des points de GLN. Donc GLN, ça serait un nuage de points denses. Et d'un autre côté, tu aurais que H, ce serait un truc quand même assez gros, puisqu'il n'y aurait que 1 degré de liberté qui ne serait pas exploité par H, parce que c'est un hyperplan. Donc tu te rends compte que forcément ils vont se rencontrer parce que intuitivement les deux sont super gros dans l'espace Mn2K. C'est pour ça que ça va bien fonctionner. Maintenant, comment est-ce que tu peux t'en sortir pour le montrer formellement ? Parce que là c'est juste de l'intuition, on se dit les deux sont gros, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas vraiment le même sens de gros, parce que ça c'est un sens algébrique, c'est la dimension, et de l'autre côté on a un sens qui est plutôt topologique. Donc c'est pas forcément compatible en soi, mais on va voir comment on va s'en sortir. Du coup là tu peux penser directement à des résultats simples comme la densité des matrices inversibles, mais en réalité on va pas utiliser ces résultats là topologiques, on va plutôt se tourner vers la dualité, la théorie de la dualité, qui est une théorie qui est vraiment sous-exploitée en CPGE, je trouve personnellement, parce que elle est trop puissante. Tu as vraiment des résultats hyper puissants, tu as des trucs super jolis avec la dualité, mais malheureusement on en fait très peu, c'est passé hors programme depuis un certain temps maintenant, et du coup on va utiliser cette théorie pour résoudre cet exercice. Donc la dualité c'est quoi ? C'est la théorie dans le dual, tout ce qui est avec les hyperplans et tout ça, l'étude du dual de Mn2K qui sont les formes linéaires de Mn2K qu'on note en général Mn2K étoile. Donc en fait, un hyperplan, il faut que tu saches que c'est le noyau d'une forme linéaire de Mn2K. Donc, avec phi qui appartient à Mn2K étoile. Donc, savoir ça nous aide beaucoup, parce que du coup, on va pouvoir retranscrire notre problème d'espace dans un problème d'application. Et les problèmes d'application, c'est pas plus simple, mais en tout cas, ça peut nous aider à avoir une autre vision, parce qu'ici, on ne sait pas vraiment quoi faire. H, il est vraiment a priori quelconque. Ce qui nous aide en plus de ça, c'est qu'on a un théorème de représentation qui est au programme en CPGE, c'est le théorème de représentation de Riesz, qui est exceptionnel. C'est en gros, il nous dit que dans un espace euclidien, n'importe quelle forme linéaire peut être représentée par un produit scalaire. Je te conseille d'aller revoir ça si tu ne connais pas ce théorème. Mais ici, on va voir une généralisation, parce que ici, on travaille sur K, donc ça peut être égal à C. Après, on n'a pas de structure euclidienne sur Mn2C. En vérité, on a d'autres structures, des structures hermitiennes, etc. Mais au programme, on n'a pas de structure euclidienne sur Mn2C. Donc, on va devoir s'en sortir différemment. Le truc qu'on peut se dire, c'est que vu qu'on a un théorème de représentation canonique sur Mn2R, est-ce qu'on en a un sur Mn2K quelconque ? On va essayer de généraliser le théorème de Riesz. Ça, c'est la première étape un peu de ce raisonnement, c'est de se dire, H, je le connais comme étant un noyau de forme linéaire. La forme linéaire, j'ai pas beaucoup plus d'informations que H,
dessus. Donc du coup, on va essayer d'en trouver une avec un truc qui ressemblerait au théorème de représentation de Riesz. Et donc le théorème de représentation de Riesz, le produit scalaire canonique qui est associé, c'est le produit qui a M dans Mn de R associe trace de AM avec pour un certain A dans Mn de K. Donc si on note ça FA, notre but ça va être de montrer que cette application là qui va de Mn de K étoile, enfin qui va de Mn de K dans Mn de K étoile, qu'on va noter phi A, non pas no phi A, juste phi. On va montrer que cette application là elle est isomorphe, enfin c'est un isomorphisme en fait. Donc elle est bien linéaire, hein, ça pose pas de souci. Et c'est dans deux espaces de même dimension. Donc du coup on va juste montrer l'injectivité comme d'habitude, c'est le plus simple. Donc si on prend A dans ker phi, et ben on va avoir que en particulier on va voir que si on prend P et Q dans les matrices inversibles qui vérifient APQ AQP est égal à JR. Ça c'est la théorème de classification des matrices par rapport à leur rang. Toutes les matrices sont équivalentes à la matrice JR, toutes les matrices de rang R. Donc on peut marquer RG de A, mais je vais dire que c'est égal à R pour alléger la notation par la suite. On va voir que trace de A QP, ça en fait ça va être égal par permutation circulaire à la trace de A PQ. Ok, on a juste échangé ces deux là. Et ça c'est égal à F de A PQ. Sauf que ça c'est égal à 0. D'une part. D'autre part, c'est égal à la trace de JR, en vertu de ce qui est écrit juste au-dessus. Et donc c'est égal à 0. Donc ça nous donne que... sauf que la trace de JR, en fait, c'est R. Puisqu'en fait, JR, je rappelle, c'est cette matrice-là. IR avec des 0 sur les côtés. Et donc, ça veut dire que R est égal à 0, A est égal à 0. Bon, ça c'est un petit théorème qu'il est bon d'avoir photographié. Tu vois, la démonstration, elle se fait en 2 lignes. J'ai vu des démonstrations sur Internet... avec des matrices E et J, je trouvais ça vraiment moche. Et celle-là, je la préfère parce que elle va tout droit, quoi. C'est 2 lignes et tu l'as. Et du coup, maintenant qu'on a ce théorème de représentation des formes linéaires sur Mn de K, ça va beaucoup nous être utile parce qu'on va dire, on va pouvoir se donner A dans Mn de K. Donc on va dire déjà ça. Est un isomorphisme. Donc on va se donner A dans Mn de K. Tel que on est ker de FA avec les mêmes notations, hein. FA c'est ça. Ker de FA qui soit égal à H. Et donc du coup, maintenant qu'on a ce théorème de représentation, on simplifie largement le problème parce qu'on se ramène à des trucs qu'on connaît plus ou moins. Donc FA, on ne la connaît pas entièrement puisque A reste quand même inconnu. Mais dans tous les cas, on se ramène à un truc quand même plus explicite. On connaît bien la trace, alors que H, il était vraiment plus quelconque. Donc le but, c'est de montrer que il existe... Le but, c'est de montrer qu'il existe X dans GLN de K tel que
la trace de AX est nulle. Maintenant, notre problème, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si on connaît bien la trace, A, on la connaît toujours pas. Donc on va essayer de se ramener à un truc, une matrice qu'on connaît bien. Et donc, A, quand on n'a aucune information dessus, on a quand même une information sur son rang. Donc, on va essayer de se ramener à la matrice JR. Ok. La matrice JR, comment on peut s'y ramener? Avec la notion d'équivalence. On se ramène à la matrice JR parce que c'est la matrice la plus simple à laquelle on peut se ramener à partir d'une matrice quelconque, en fait. C'est ça la grosse idée de l'exercice, c'est en fait, à chaque fois essayer de se ramener à JR, tu vois que la démonstration de ce théorème, tu te ramènes à JR, et ça donne la puissance du théorème de classification selon le rang des équivalents. Ouais. Donc c'est vraiment assez puissant. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est que si... donc le but c'est de se ramener à JR du coup. On va se ramener à JR, donc soit P et Q, comme tout à l'heure, dans GLN, tel que JR2 est égal à P à Q, et on remarque déjà que si JR c'est l'identité, c'est-à-dire que A est de rang R, A est inversible, on va voir que il suffit de trouver une matrice avec une trace nulle qui va être inversible, et ça c'est pas forcément très compliqué, on va juste poser X, donc si R est égal à N, on va juste poser X qui est égal à, on veut que des zéros sur la diagonale, c'est le plus simple pour avoir une trace nulle, et en outre on veut que toutes les colonnes soient indépendantes, donc on peut prendre juste les colonnes de l'identité, avec ici on va juste placer un 1 ici, pour que vraiment toutes les colonnes soient indépendantes. Donc en fait ça c'est une matrice de permutation. Et en fait c'est un peu la matrice inversible la plus simple de trace nulle. Donc naturellement cette matrice là elle va fonctionner si R est égal à N. Si R est égal à 0, du coup la trace de AX ça va être égale à 0 puisque A va être égal à 0. Et donc on va supposer, supposons R compris entre 1 et N-1. Donc c'est pas un cas trivial, ce cas-ci. Ok. Quand on a R entre 1 et N-1, en fait, on se rend compte que trouver un X qui vérifie ceci, c'est exactement la même chose que de trouver un X qui vérifie, un X style qui vérifie ceci. Donc j'ai oublié de le préciser juste avant, my bad. Mais en gros, ça revient à la même que de trouver un X style qui vérifie ceci. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement lié aux permutations circulaires de la trace. En fait, si ta trace de JR X tilde qui est égale à 0, ça c'est exactement équivalent à dire que c'est la trace de PAQ X tilde qui est égale à 0. Et ça c'est exactement équivalent à dire que la trace de AQ X tilde P est égale à 0. Sauf que ceci, ça appartient bien à GLN, et donc tu peux dire que c'est égal à un certain X dans GLN, et tu as résolu ton exercice. Donc en gros, l'enjeu de cet exercice, c'est de trouver un X tilde qui vérifie ceci. Et du coup, tu vois qu'on a beaucoup simplifié le problème, parce qu'à la base, on était avec une matrice A priori quelconque. Ici, on se ramène à une matrice JR qui rend le calcul matriciel beaucoup plus simple, parce que en fait, le calcul matriciel avec JR, il va être trivial, et on pourra déterminer X par bloc. Du coup, maintenant que tu sais ça, tu réappliques ce que je t'ai dit. Si R est égal à N, tu prends X tilde qui est égal à ceci et ça va bien fonctionner. Et si R est égal à 0, ça va fonctionner dans tous les cas. Maintenant, on est dans le cas où R est compris entre 1 et N-1 et on voudrait déterminer un X tilde qui vérifie la bonne chose. Pour ce faire, on va du coup voir ce que ça peut donner. On va noter X tilde par bloc, X1, X2, X4, X3. Et de l'autre côté, on va noter JR. Donc ici, on a IR. Ici, on a des 0. La première chose qu'on peut noter, c'est que ici, ça va faire 0, 0. Et ici, on va extraire les deux premiers coefficients, donc X1 et X2.
Ok. Donc en fait, on se rend compte que x3 et x4, on peut les prendre absolument comme on veut. x2 également, parce qu'en fait, il ne va pas atterrir sur la diagonale. Ce n'est pas les termes diagonaux qui vont intervenir dans x2. Donc en fait, notre seul but, c'est d'avoir x1 qui est égal à, avec une diagonale de 0. Donc on va prendre une diagonale de 0. Et ensuite, il faut que la suite soit inversible. Donc évidemment, on peut reprendre exactement cette matrice-là, puisqu'elle vérifie bien ce qu'on veut. On va prendre que des 1 ici. x3, on a vu qu'il jouait aucun rôle, donc en fait on peut prendre x3 est égal à des 1 comme ça. Donc ici tu vas prendre x3. Et on va prendre x2 avec un 1 ici. Donc en fait ici c'est un peu mélangé x3 x1. Mais en gros on va reprendre juste la matrice de permutation. Et le truc important à voir, c'est qu'ici, le seul truc qui va jouer un rôle dans le produit, ça va être x1, puisque les autres vont pas intervenir sur les termes diagonaux du produit. Du coup, si tu poses x tilde, la matrice de permutation que je t'ai dit tout à l'heure, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, tu vas bien trouver que la trace de... donc ça c'est au brouillon, hein, évidemment. On regarde un peu ce que ça donne le produit. Si tu l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait été la même chose. Hein. Le produit JR x tilde ou x tilde JR, ça aurait été la même chose. Au niveau de la trace, évidemment. Donc la trace de x tilde JR est égale à 0. En posant x tilde est égal à la même matrice de permutation. 1, 1, 1, 1. Hop, on obtient trace de JRX tilde est égale à 0. Et donc, on remonte rapidement à la trace de AX qui est égale à 0. Avec X qui est égal à QX tilde P.